1, 2. Ok, alors je vais continuer avec celui-là. Je disais donc, la conférence de ce soir est la 3e et la dernière du cycle de conférences que nous avons ouvert il y a 2 semaines, le mercredi 9 novembre. Ce jour-là, nous avons accueilli Madame Charlotte Delabaume de chez Bilong et Monsieur Sébastien Imbert de chez Cantis pour nous parler des bases de l'alimentation durable. On nous a parlé de nombreuses choses ce soir-là. Il a été question de manger local, mais aussi de saison, de choisir des produits issus de la pêche durable ou de s'approvisionner en produits labellisés. L'importance de modifier nos habitudes de consommation en ce qui concerne la viande a également été exposée, c'est-à-dire consommer moins de viande et aussi consommer des morceaux moins nobles. Dans un bœuf, il n'y a pas que de l'entrecôte, il y a également d'autres morceaux. La semaine suivante, nous avons accueilli Madame Cag, diététicienne chez Unisanté. Lors de cette 2e conférence, nous avons élargi le thème traité, puisqu'en plus de parler de l'impact environnemental de l'alimentation, nous avons également traité de l'impact de l'alimentation sur notre santé. Nous avons ainsi pu nous rendre compte, par exemple, que la réduction de la consommation de viande n'était pas seulement bénéfique pour l'environnement, mais aussi pour notre organisme. Nous avons également réalisé l'importance de manger moins de produits gras ou sucrés, mais aussi de chercher à éviter les produits ultra-transformés. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir Madame Rebecca Egenberger de la Fédération romande des consommateurs. Lors de cette dernière conférence, nous allons élargir encore plus le champ de la thématique, puisque le titre de la conférence est « Se nourrir sainement, sans gaspillage et en préservant son budget ». Nous allons donc obtenir non seulement des informations sur le gaspillage alimentaire, mais également sur nos choix de consommation. Comme nous arrivons bientôt à la fin de ce défi, il se termine vendredi, j'aimerais profiter de ce moment de parole pour vous remercier d'y avoir participé. L'alimentation est un thème important, on l'a vu, qui engendre des impacts sur de nombreux domaines. J'ai beaucoup aimé la citation de Michael Polon, donnée la semaine passée par Madame Cag. Nous pouvons changer le monde avec un coup de fourchette. 3 fois par jour, nous avons la possibilité de faire la différence. Et c'est justement de cela qu'il est question. En changeant nos habitudes alimentaires, nous pouvons améliorer notre santé, mais également notre empreinte environnementale. Nous pouvons aider nos agricultrices et nos agriculteurs locaux. En fonction des labels choisis, nous pouvons également avoir un impact positif sur le bien-être animal. Avec un geste aussi anodin qu'un coup de fourchette, on possède en réalité un immense pouvoir. Je vais à présent laisser la parole à Madame Rebecca Egenberger et je profite de cet instant pour la remercier chaleureusement d'avoir accepté de donner un peu de son temps pour nous ce soir. Madame Rebecca Egenberger est juriste de formation et détentrice d'un CAS en communication et formation de l'opinion publique. Actuellement responsable alimentation à la Fédération romande des consommateurs, elle a occupé différents postes au sein de diverses administrations publiques, notamment auprès de l'Office de la consommation du canton de Vaud. Merci. Alors bonsoir, merci pour la présentation, merci à toutes et tous d'être venus et d'avoir bravé l'appel du vin chaud ou failli aux obligations professionnelles ou familiales. J'espère que ce soir, je vais pouvoir vous apporter humblement quelques informations que vous n'aurez pas déjà eues dans les autres conférences auxquelles vous aurez peut-être assisté. Mon objectif, c'est vraiment qu'on puisse avoir un échange parce que si à la FRC, on travaille beaucoup pour coller au terrain et donner un maximum de conseils aux consommatrices et aux consommateurs et qu'on est nous-mêmes des consommatrices et des consommateurs, on apprécie beaucoup d'avoir les retours des gens parce que parfois les gens nous disent « Ah, mais en fait, on hésite à vous écrire parce qu'on pense que vous avez déjà entendu telle et telle chose ou été confronté à telle et telle chose » et c'est souvent pas vrai. Et voilà, je crois qu'on peut aujourd'hui avoir un joli échange autour de la consommation. Alors, je vais présenter brièvement la FRC et ensuite on va parler gaspillage alimentaire. Je vais vous donner quelques définitions et quelques chiffres et surtout quelques conseils. Ça fait un petit moment, vous verrez à la FRC qu'on parle de gaspillage alimentaire et qu'on bûche un peu sur le sujet. Et on survolera ensuite des questions de choix de consommation
qui peuvent être en lien avec les questions de gaspillage alimentaire, même si on n'y voit pas forcément toujours justement le lien. J'essaierai de vous démontrer pourquoi. L'idée, c'est vraiment de vous donner quelques petites pistes, des ampoules d'éclairage quand vous êtes en train de faire vos courses, etc. Et puis ensuite, on conclura. N'hésitez pas à m'interrompre, vraiment. J'espère que je serai interrompable parce que je pense que c'est important et je vous poserai peut-être 2-3 petites questions ou voilà, témoignages et autres. Alors, la présentation de la FRC, rapidement, donc on est une association, Fédération romande des consommateurs, ça donne peut-être pas toujours le ton, mais on est une association, donc on est tributaire, entre guillemets, de nos membres, donc des cotisations, de subventions, de partenariats, etc. On est la plus grande association de consommatrices et consommateurs de Suisse et la FRC a été créée en 1959. Et je pense que ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on est libre de toute influence, c'est-à-dire qu'on a recours à la publicité, etc. Et que dans nos missions, informer, défendre, agir, on essaye vraiment de les mener en toute indépendance, que ce soit voilà, politique, publicitaire, etc. Et on a la chance d'avoir 250 bénévoles environ, et c'est vrai que ça nous permet de mener des actions de terrain qui sont vraiment super grâce à eux. Il y a un investissement qui est colossal et on les remerciera jamais assez. Nos membres aussi, 26 000. Et on est 20 professionnels, plusieurs spécialistes. Moi, je suis la spécialiste alimentation depuis juin. On a des spécialistes santé, environnement, mais on a aussi des fonctions transversales de type journaliste, communication, etc. Si on passe au gaspillage alimentaire, très concrètement, comme je vous le disais tout à l'heure, le gaspillage alimentaire, c'est vraiment dans l'ADN de la FRC depuis le départ. Donc avec un travail auprès des consommateurs, donc partager des astuces, faire des sondages pour avoir aussi des retours sur les expériences des consommateurs, mais aussi un travail politique. Parce que, et ça c'est un message que j'ai envie de vous donner et que je souhaiterais qu'il vous accompagne tout le long de cette conférence, c'est que on dit beaucoup en tant que consommateur, ouais, mais on n'arrête pas de nous dire, mais il faut faire ci, il faut faire ça, puis en fait il faudrait être parfait, il faudrait faire plein de choses, et puis ça prend du temps, etc. Et en fait, l'idée c'est que déjà, on ne peut pas être parfait, on ne peut pas suivre tous les conseils, on a tous des contraintes XY, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est aussi qu'à la FRC, on fait un travail politique. On fait un travail, ce qui ne veut pas dire politisé, mais politique, c'est-à-dire qu'on essaye d'agir au niveau du système auprès des politiciens et des politiciennes, auprès des autorités. Et je crois que c'est important de le savoir parce qu'il n'y a pas que le consommateur qui peut faire des gestes, il y a aussi l'industrie, etc. On le verra tout à l'heure. Donc le gaspillage alimentaire, je pense qu'on vous l'aura dit et répété, enfin peut-être dans les dernières conférences, donc c'est toutes les pertes de denrées alimentaires a priori comestibles, donc pas les os, pas les coquilles d'œufs, les arêtes, etc. En Europe, il y a à peu près 1/3 des aliments qui seraient perdus sur toute la chaîne alimentaire. Je vous montrerai une carte de la Suisse tout à l'heure. Et en Suisse, c'est à peu près identique, 1/3 des aliments. Et on sait que si 1/4 environ, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui a mené ce calcul, que si 1/4 des aliments perdus ou gaspillés dans le monde étaient sauvés, on pourrait quasiment mettre un terme à la faim dans le monde. Donc, il y a des efforts à faire à tous les niveaux par rapport à ça. Donc, le gaspillage alimentaire en Suisse, je vous ai mis une carte ici qui illustre en fait, donc on a 2,8 millions de tonnes, c'est une étude mandatée par l'OFEV qui le dit, par an sur toute la chaîne alimentaire. Ce qu'on voit, c'est que les ménages, ils sont les deuxièmes, entre guillemets, responsables du gaspillage alimentaire, mais l'industrie de la transformation, c'est vraiment elle qui détient le chiffre le plus important et qui, elle aussi, doit vraiment faire des efforts par rapport à ça. Ce qu'on a des fois tendance à oublier, c'est que jeter des aliments,
ça a des impacts environnementaux, ça on le sait, en termes de destruction de ce qu'on jette, mais il y a aussi tout l'impact environnemental. Ça peut paraître simpliste, mais il faut y penser, que tous les aliments qu'on jette, en fait, ils ont été produits, ce qui a déjà généré des émissions de CO2, contribué à la perte de la biodiversité, etc., utiliser des ressources en eau qui, du coup, sont aussi perdues. Donc, c'est une sorte de double gaspillage, entre guillemets. Ici, vous avez un graphique qui est très intéressant, enfin, en tout cas, moi, je le trouve assez illustratif. Donc, vous avez la part des ménages en rouge par aliments, par catégorie d'aliments, et vous avez la quantité de kilos gaspillés. Et ce qu'on peut voir, c'est que les aliments les plus gaspillés par les consommateurs sont en premier lieu les légumes frais et les produits de boulangerie, et aussi les fruits exotiques, les baies et les légumes de garde. Mais ce qu'on voit aussi sur ce graphique, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la part de l'industrie de la transformation qui est en jaune, qui est quand même relativement importante et qu'on ne dit peut-être pas toujours de manière assez vive, en tout cas selon moi. Là, je vous ai juste mis un petit exemple sur lequel on va passer rapidement, mais c'est l'exemple de la pomme de terre. Vous avez l'histoire de la pomme de terre, de l'exploitation agricole au ménage, jusqu'au ménage privé, avec la quantité de pertes et de gaspillage, finalement jusqu'à la fin de l'histoire de la pomme de terre. Cet exemple, je l'ai mis parce que j'avais aussi envie de parler, et j'en reparlerai après, des fruits et des légumes moches et mal calibrés. Je ne sais pas si on vous en a parlé, mais on sait que dans l'industrie de la transformation et aussi dans la grande distribution, il y a des calibrages. On aime voir des légumes et des fruits jolis, bien calibrés, etc. Et c'est vrai que ces fruits et légumes, ils passent très facilement à la trappe, ils passent dans une machine, et ça génère une bonne partie aussi du gaspillage alimentaire, et c'est vraiment quelque chose qui peut être évité parce que les fruits et les légumes mal calibrés sont tout aussi bons en termes nutritifs et qualitatifs en fait. Ce graphique-là, pour moi, il est intéressant pour le consommateur, et en analysant les chiffres, on arrive en fait... grosso modo, on sait qu'on peut bien manipuler les chiffres, mais une personne jette environ, selon l'Office fédéral de l'environnement, en moyenne 90 kg de nourriture par année. Ce gaspillage, il coûte à cette personne environ 600 francs par année. Ça veut dire qu'en faisant, disons, un effort, en appliquant un certain nombre de conseils, sans être parfait, on arrive aussi, en limitant le gaspillage alimentaire, à part le geste environnemental, à faire des économies. Et le gaspillage alimentaire, il revient passablement sur le devant de la scène maintenant, en période d'inflation, et c'est vraiment un des postes qui pèse le plus lourd dans le budget du consommateur. On a fait une étude à la FRC, je vous parlerai tout à l'heure rapidement des deux autres postes, mais les postes qui pèsent le plus lourd dans le budget du consommateur, c'est la viande et le gaspillage alimentaire. Et c'est intéressant de voir en fait aussi par catégorie vraiment de produits l'argent qui est gaspillé par personne. Pour les fruits et les légumes, alors c'est une bonne question. Je pense que oui, parce que ce qui est vraiment pris en compte, enfin, non, si vous vous dites les légumes, donc Madame demandait si ce graphique prend en compte les épluchures. Votre question c'est, parce que quand on parle gaspillage alimentaire et qu'on chiffre dans ce graphique, c'est j'ai jeté toute ma carotte. Vous voyez, c'est vraiment, voilà, les épluchures,
selon moi, je pourrais me renseigner, c'est vraiment après, est-ce que c'est composté ou pas, mais voilà, ça va en termes de chiffres. Je pense que ce qui est compté, c'est vraiment ce qui est clairement jeté dans sa globalité. Là, je vous ai mis un graphique, enfin un fromage, comme on l'appelle vulgairement, sur les gaz à effet de serre inutilement émis. Tout à l'heure, on a vu que la part de gaspillage alimentaire de l'industrie de la transformation était plus importante que celle des ménages. Et on s'est intéressé avec mes collègues à la raison pour laquelle cette fois c'était les ménages qui étaient entre guillemets en première position. Et c'est très probablement parce que l'industrie de la transformation, elle a elle arrive peut-être plus facilement à recycler, à valoriser, à trier, etc. que les ménages en termes d'infrastructures, etc. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. On dit beaucoup que l'industrie de la transformation se défend beaucoup par rapport à ça en disant oui, nous on jette beaucoup, mais on valorise aussi beaucoup. Et il y a probablement une part, en termes en tout cas d'impact environnemental, qui est juste. Donc, si on résume tous ces chiffres, donc on a très clairement trop de gaspillage, 1/3 des aliments qui sont jetés en Suisse et en Europe. Gaspiller, ça coûte cher. On a vu que c'était environ 600 francs, j'aime pas dire de gagner, mais plutôt 600 francs de potentiellement économisables. Et puis la charge environnementale. Et le message que j'aimerais que vous gardiez, en tout cas de ces graphiques, c'est vraiment la part de responsabilité de chacun, du consommateur, de l'industrie de la transformation, de la restauration, etc. Je ne sais pas si, avant de passer au conseil, vous avez des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est allé trop vite? Est-ce que c'est clair? Oui? Au compost? Ok. Oui. Oui, alors parce qu'en fait, il y a vraiment dans cette question de gaspillage alimentaire, c'est finalement les produits bruts qu'on va jeter. Typiquement, voilà, j'ai fait trop de courses, j'ai trop de carottes, je les trouve un peu flétries, je les ai mal conservées, je les jette. Le compostage, la valorisation des déchets, etc., elle est aussi prise en ligne de compte dans le calcul. Mais si vous voulez des chiffres plus précis par rapport à ça, moi j'ai aucun problème à aller demander à l'OFEV et puis à les faire passer du côté du bureau de la durabilité si vous voulez. Ça vous intéresse? Okay. C'est possible que vous êtes d'accord de noter pour moi parce que j'ai peur d'oublier. Voilà. Ok. Autre chose? Oui? Je sais pas, vous pouvez. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? C'est finalement tout ce qui. D'habitude, j'en ai, mais là, j'essaye de vous donner un exemple percutant. Là, comme ça, j'en trouve pas. Ouais, je trouve pas d'exemple qui soit parlant. Je voudrais en fait un exemple un peu parfait que je ne trouve pas. Mais disons, imaginez-vous, l'industrie de la transformation, c'est vraiment celle qui va, je sais pas, faire un plat préparé, un aliment transformé, un sandwich, etc. Et puis ça va vraiment être tout ce qu'on va perdre en termes d'aspect, voilà,
ça, il n'y a pas une réflexion autour du ah ben on reçoit X kilos de carottes et puis c'était pour faire de la salade et puis finalement il y en a qui sont flétries, et ben on pourrait très bien en faire une soupe parce que ça va très bien, puis en fait on jette finalement ces carottes. Oui? C'est vrai? Ok, ben je savais pas. Je demanderai ça à ma collègue qui doit... Ok, les baby carottes, d'accord. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus, elles ont jamais de fans. Elles sont parfaites, oui. Ouais. Alors ça, c'est toute la question, effectivement, des fruits et légumes moches et, entre guillemets, mal calibrés, à l'inverse. C'est-à-dire, on, on- on- on nous propose toujours des belles pommes, des belles carottes, de jolies couleurs. On voit un petit peu plus hein, sur les étals, notamment dans le bio, des fruits et des légumes un peu tapés ou avec un peu des petites taches et tout, mais ça reste quand même... voilà, puis c'est vrai que les baby carottes, en tout cas, elles sont très esthétiques et très régulières. Ouais, ça c'est clair. Autre chose? Ok, c'est intéressant, merci beaucoup. Maintenant, les conseils par rapport au gaspillage alimentaire. Alors, diminuer le gaspillage alimentaire, c'est peut-être, je dirais, réfléchir à sa consommation et à son organisation. Pour moi, il y a vraiment un avant les courses, un pendant les courses et un après les courses. Je vais expliquer. Il y a vraiment une idée d'acheter en fonction de ses besoins et de ce qu'on a déjà à la maison, de ses possibilités, du nombre de personnes qu'on est en famille et en fonction de peut-être ce qu'on sait faire, le temps qu'on a envie d'investir dans des choses un peu créatives, je sais pas, comme faire des bocaux, partager des plats avec ses voisins, etc. On en parlera tout à l'heure. Mais c'est un peu cette idée-là. C'est une question de peut-être repenser sa façon de s'organiser pour faire les courses et organiser aussi ses placards, son frigo, réfléchir à ce qu'on fait avec ses restes, etc. Donc il y a vraiment peut-être en fonction... Je ne sais pas à quel point vous êtes très organisé pour faire vos courses ou pas du tout, mais il y a des points en tout cas qu'on peut appliquer puis qui peuvent être assez intéressants. D'une part, pour diminuer le gaspillage alimentaire, mais aussi, en tout cas, il y a des consommateurs qui nous font ces retours-là pour valoriser la nourriture un peu différemment. On est vraiment dans une société d'abondance où on a plein de choses proposées partout à n'en plus finir. Et vraiment, avec le temps qu'on investit peut-être un peu plus pour s'organiser, il y a aussi une valorisation des aliments, des achats qu'on va faire, des recettes qu'on va cuisiner, plutôt que j'achète, en gros, j'achète plein d'actions et puis je jette des choses et puis finalement, il y a peut-être un petit peu moins de sens dans ce qu'on mange. Donc, je vous parlais de l'avant, pendant, après. Pour moi, il y a l'avant, c'est préparer une liste de menus et une liste de courses. Ça peut paraître complètement idiot, mais ça marche. Il y a plusieurs études de tout type, notamment neuromarketing. En fait, préparer une liste de menus, alors l'idée c'est pas d'être psychorigide, hein. Moi j'aime beaucoup la spontanéité, voilà, on va pas être complètement rigidifié, mais c'est vraiment de se dire, bon ben, qu'est-ce qui me reste dans mes placards? Qu'est-ce qui me reste dans mon congélateur si j'en ai un? Qu'est-ce qui me reste à la cave? Ok. Qu'est-ce que j'ai envie de faire à manger, grosso modo, cette semaine? Et je fais une liste de courses qui correspondent à ça. L'idée, c'est que la liste de courses, elle permet en fait d'acheter déjà en fonction de ses besoins, mais elle permet d'avoir une attention un peu cadrée et encadrée quand on arrive au magasin, au marché, selon les lieux où on fait ses courses, parce que plus on est soumis au marketing, je sais pas, vous rentrez dans un magasin, il y a des odeurs. Moi, par exemple, je suis très sensible à l'odeur du pain. Je trouve que c'est une odeur incroyable. Donc, il y a les odeurs, il y a les lumières, il y a les actions hyper alléchantes. Et avec la liste, on a une disponibilité d'esprit qui fait qu'on peut tout d'un coup voir une liste, voir un label, voir une action
voir je sais pas, un nouveau, je sais pas, une énième proposition de céréales ou que sais-je, et on a la disponibilité d'être critique face à ça, parce qu'on a déjà cet encadrement des menus, etc. Donc acheter en fonction de ses besoins, éviter de faire ses courses l'estomac vide, je crois que ça, tout le monde le dit, mais voilà. Prendre garde aux mauvaises actions, on en parlera aussi tout à l'heure. Je vous donne peut-être l'exemple phare des mauvaises actions. C'est arriver au supermarché. Mettons qu'on va au supermarché, on est au rayon viande fraîche et on voit une action de viande incroyable, fraîche donc, sous vide, etc. Et puis on est plusieurs en famille, la viande ça coûte cher, on a envie de manger de la viande et on se dit génial, j'achète ça et quand j'arrive chez moi je pourrais congeler le solde. Et en fait on arrive à la maison, on retourne le paquet et c'est écrit ne pas recongeler, le truc classique. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, c'est donc de la viande que vous ne pourrez pas recongeler. Vous serez obligé de la préparer pour des questions sanitaires. Ça arrive à beaucoup de consommateurs. On a beaucoup de consommateurs qui sont dans cette situation. Et c'est vraiment, vous trouvez ça au rayon frais, donc évidemment, on ne peut légitimement pas s'attendre forcément à ça, à part si on le sait. Et c'est vraiment écrit en tout petit derrière, dans la liste de viande, de bœuf, suisse, etc. Ne pas recongeler. Voilà. Il y a même des gens qui ne le remarquent pas. Et voilà, c'est un exemple, entre guillemets, de mauvaise action parce que c'est très attirant, c'est attirant pour le budget, voilà. Et en fait, même si on n'a pas envie de faire de gaspillage, puis on se dit, mais je vais congeler ça, et ben en fait, on ne peut pas le faire. L'après, c'est améliorer le stockage des denrées, valoriser les restes et faire appel à sa créativité. Donc, dans les besoins, alors disclaimer, je ne suis pas nutritionniste, mais il y a un site extrêmement, je trouve, accessible à tout le monde, parce qu'on entend plein de choses, on voit plein de choses sur les réseaux, sur les besoins nutritionnels, etc. Les connaissances de base, on peut tout à fait les acquérir sur le site de la Société suisse de nutrition, qui est un super site avec beaucoup d'infographies qui sont à mon avis très claires. Il y a des idées de recettes, il y a des menus pour les personnes végétariennes, pour les personnes qui ont des besoins particuliers. C'est basé sur la pyramide alimentaire que vous voyez là, hein, donc avec les besoins principaux qui sont tout en bas, et au fur et à mesure, c'est ce dont on a un peu moins besoin. Et moi, je trouve qu'elle est très bien pour connaître un petit peu ses besoins, les besoins de la famille, les besoins de ses enfants. Et je vous ai mis juste quelques slides un petit peu pour vous illustrer ça de manière un peu pratico-pratique. Donc, par exemple, 5 fruits et légumes par jour, ça c'est évidemment l'idéal. On n'y arrive évidemment pas toujours. Une poignée, c'est une portion. Moi, je trouve intéressant l'idée de la paume de la main. C'est aussi valable pour les enfants, qui ont donc une plus petite paume, a priori. Et je trouve que c'est intéressant, en fait, de le voir comme ça, parce que des fois, on a des grammages, etc., puis c'est pas toujours très évident. Juste en dessus, dans la pyramide alimentaire, il y a les farineux. Là aussi, on vous a mis une illustration par rapport aux portions, donc une portion à chaque repas. Évidemment, hein, ça ne tient pas compte des besoins spécifiques, des gens qui sont intolérants au gluten, etc. C'est vraiment, je vous ai fait quelque chose de basique pour que vous puissiez un petit peu identifier les besoins pour les listes de courses et les menus. Et viande, poisson, œufs et tofu, fromage. J'ai entendu que vous en aviez parlé sur la consommation de viande. Une portion par jour. Et ça, c'est l'assiette idéale présentée par la Société suisse de nutrition, que je trouve assez chouette, parce moi j'aime bien le visuel. Je trouve que on s'en sort des fois un petit peu mieux quand on a un visuel, plutôt qu'avec des quantités, des grammages, etc. Et voilà, c'est un site qui est très bien fait, sur lequel on peut... alors, je ne reçois pas d'argent de la Société suisse de nutrition, mais je trouve que c'est un site très bien fait pour avoir quelques connaissances qui nous permettent de mieux identifier nos besoins.
Donc, on a parlé de pendant les courses, acheter en fonction des besoins, les mauvaises actions. On parlera plus tard dans le pendant les courses, dans les choix de consommation. Pour moi, ça va avec les mauvaises actions, même si ce n'est pas des mauvaises actions. Du greenwashing, donc de l'éco-blanchiment, donc de tous les appels du marketing pour vous faire acheter un produit plus durable, plus sain, etc. Certainement plus cher et pas du tout meilleur pour la santé, assez souvent. Donc ça, c'est l'idée de cette liste de courses toujours qui nous encadre, c'est d'un petit peu moins céder aux appels des sirènes un peu comme ça auxquels on est confronté. Et on en parlera tout à l'heure comme de plusieurs autres choses. Je fais un focus sur les fruits et les légumes pour différentes raisons, parce que déjà, je n'avais pas le temps de tout faire, hein, et que les fruits et les légumes, c'est finalement aussi, à part la viande qui est sensible au développement bactérien, etc., mais on verra ça tout à l'heure dans le stockage du frigo. Les fruits et les légumes, c'est vraiment le plus important dans la pyramide des besoins. Et il y a vraiment des messages et des principes qui sont assez importants. La saisonnalité dans les fruits et les légumes, donc consommer de saison, ça a vraiment un certain nombre d'avantages aussi en termes de gaspillage, c'est-à-dire que c'est des légumes qui vont mieux se conserver, qui seront probablement plus économiques, etc. Je vous ai fait un slide, mais on a fait une petite vidéo qui vous résume ça. J'espère que ça va marcher. Alors, un petit peu les apports. Je vais juste... Un petit peu les apports dont notre corps a besoin à telle et telle saison. Alors, pourquoi ça ne marche pas? Les apports dont notre corps a besoin. Comment ça se fait que ça ne marche pas? Ça va marcher? Super! Ah, c'est pas mon fond d'écran si jamais. Non, mais ça fait un peu gaspillage alimentaire, mais c'est pas le mien. À telle et telle saison. Tous les fruits et tous les légumes n'ont évidemment pas la même quantité de fibres, d'eau, de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. Si on prend un exemple, en hiver, il y a moins de lumière, on a un petit peu moins d'énergie, notre corps il a davantage besoin de nutriments, de vitamine C. Et c'est vraiment le moment où la nature nous donne ces fruits et ces légumes-là. Je pense par exemple aux choux, aux épinards, aux agrumes. Au contraire, en été, on serait plutôt dans une période où notre corps a un peu plus besoin d'eau. Et là, on est typiquement en forte présence des tomates, des courgettes, des melons, etc. C'est aussi un geste pour l'environnement, puisqu'on n'achète pas des produits qui sont importés par avion, par camion ou par bateau. Consommer un fruit ou un légume qui a pu grandir de manière la plus naturelle possible et donc qui aura eu moins besoin de pesticides ou d'autres produits dérivés pour pousser ou pour mûrir, dure plus longtemps, ils se conservent mieux que les fruits et les légumes qui ont été un petit peu forcés à mûrir pendant leur transport. On va pouvoir vraiment en profiter jusqu'au bout sans les jeter et donc sans gaspiller. En théorie, moins il y a d'intermédiaires, plus cette saison, plus c'est économique, mais il peut évidemment y avoir des exceptions. Le problème qu'on rencontre, c'est toute la question des marges des intermédiaires et de la formation des prix. Et on a des coûts qui sont complètement opaques, qui sont répercutés sur le consommateur. On favorise les circuits courts, c'est-à-dire qu'on va au marché ou chez le producteur, on va encore plus favoriser le côté budget. Au lieu de regarder ce qui est mis à notre disposition au magasin, s'intéresser aux choses un peu en amont. Tiens, on est au mois d'octobre-novembre, mais en fait, il y a quoi comme fruits et légumes maintenant? Dans l'idéal, ce qu'il faudrait privilégier, c'est local et de saison. Et par local, on entendrait vraiment proche de chez nous. C'est bien parce que moi je vois du
plus rien. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment insister sur la saisonnalité, c'est aussi insister sur le fait que tous ces fruits et ces légumes qui sont forcés à mûrir pendant le transport, forcés à croître au moyen de pesticides, etc., ils vont moins bien se conserver, ils vont flétrir, moisir plus vite, donc on devra les jeter, s'en débarrasser et retourner plus souvent faire ses achats. Donc c'est vraiment ça l'idée, en privilégiant local et de saison. Alors, on va parler maintenant de stocker et ranger. Optimiser le stockage, ça aussi, ça peut paraître complètement basique. Ça peut aider, je vois que vous rigolez, mais je comprends. Hein. Ça peut aider à diminuer le gaspillage alimentaire. Donc, l'idée, c'est, et on a fait un petit test à la FRC, comment conserver ses fruits et ses légumes dans son frigo. On a testé entre fruits et légumes, on a testé plusieurs choses, la boîte de conservation, le sachet de la vente en vrac, etc. Et on s'est rendu compte que l'idéal, de nouveau ça c'est l'idéal, qu'on arrive à optimiser la durée des légumes dans une boîte en plastique, par exemple. Et ça, vous le trouvez sur notre site internet. Mais c'est intéressant à savoir parce que typiquement pour les carottes, ça marche hyper bien. Pardon? Ouais, alors les carottes dans la boîte à légumes, dans une boîte en plastique, si possible avec des petits trous, tout petits trous comme ça, et ça marche du tonnerre. Voilà. Donc, bien emballer les fruits et les légumes pour leur stockage, et puis les restes aussi, ça c'est important. Vous préserverez mieux vos restes en les emballant dans un Tupperware, dans une boîte hermétique, que dans une assiette au frigo comme ça. Même en termes de nutriments, ça va garder davantage les nutriments. Les fans des radis et des carottes, alors signe de fraîcheur, mais coupez-les et ça va faire durer, typiquement c'est des petits conseils, vos radis et vos carottes plus longtemps. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, les légumes flétris, on peut tout à fait faire une soupe ou une sauce avec, juste couper les parties abîmées. Une chose que pas tout le monde sait, c'est qu'il y a des fruits qui dégagent de l'éthylène qui accélère en fait la maturation des fruits et des légumes qu'on met à côté. Alors typiquement, si vous stockez des fruits et des légumes à côté des pommes, des poires, des abricots ou des pêches, ça va faire ramollir, mûrir, moisir d'autres fruits et légumes que vous mettrez à côté. L'autre chose, et ça, moi j'insiste passablement dessus, c'est surveiller un petit coup en milieu de semaine, regarder ce qui est moisi, c'est un petit peu une habitude à prendre. Et oui? Non, mais dites-moi. Mais alors moi, les patates, ah ouais, je vois ce que vous voulez dire. Mais ouais. Et ça a tendance à les préserver? Ok. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé à cet exemple. D'une part, je le connaissais pas, et d'autre part, pour moi, les pommes et les pommes de terre, c'est tellement séparé en termes de stockage que moi je voyais plutôt pommes, je sais pas, mandarines, enfin des choses comme ça, mais ok. Pardon? C'est vrai. Vous pensez que c'est dû à ça? Donc juste surveiller que les moisissures en fait contaminent pas le reste du bac à légumes, etc. Quand on a trop de fruits et trop de légumes, peut-être penser à la congélation, on n'y pense pas toujours, des fois on bénéficie je sais pas, d'une partie de la récolte de notre voisin, ou alors on est tombé sur une vraie bonne action, etc. Il y a un nombre de moyens de congeler, de préparer une surdose de fruits et de légumes. Il faut juste le faire assez rapidement pour éviter que ça moisisse, que les fruits et les légumes perdent leurs nutriments. Il y a des gens aussi qui sont très créatifs, qui apprennent à faire des bocaux, à conserver d'une manière où ça ne consomme pas forcément d'énergie, ou des gens qui n'ont pas de congélateur. Moi, j'ai une collègue
qui est la star des bocaux. Elle n'a pas de congélateur et elle fait des trucs super bons. Mais voilà, ça lui a pris du temps un peu à se mettre, à apprendre un petit peu à comment faire. La base, c'est le stockage dans le frigo. Donc vous voyez que là, tous les fruits exotiques, etc., sont hors du frigo. Il y a des gens qui les stockent à l'intérieur. L'idée, c'est de les stocker à l'extérieur. Alors, je dis juste quelque chose. Je vois que vous prenez des photos. Ça ne me pose aucun problème. Mais quand vous partirez, vous recevrez passablement de petites choses, dont un kit anti-gaspi que nous avons fait à la FRC. Et qui résume absolument tout ce que je vous dis aujourd'hui sur le rangement, l'optimisation, les conseils, la photo du frigo, etc. Donc voilà, sentez-vous libre plutôt de faire des interventions sur les pommes de terre, qui me plaisent beaucoup, il faut le dire. Donc les fruits exotiques en dessus du frigo. Et puis, alors, on dit toujours, il faut stocker tout ce qui est sensible au développement bactérien, viande fraîche, poisson frais, là vous avez des crustacés, en bas du frigo. Mais c'est donc la partie la plus froide dans ce frigo. Mais la partie la plus froide des frigos, elle n'est pas toujours en bas. Il y a des frigos, ne me demandez pas pourquoi, qui ont une partie plus froide en haut. L'idée, c'est de regarder, on met 1 heure un thermomètre à frigo, en bas et en haut, et puis on regarde un petit peu l'équilibrage de température si on a perdu le mode d'emploi. Dans les frigos modernes, il y a même des petits autocollants pour savoir, enfin des petites pastilles pour savoir où stocker les choses, mais il y a une croyance où tout le monde pense que l'étage le plus froid, il est tout en bas, en dessus du bac à légumes. C'est pas forcément le cas. Donc tout en bas, en dessus du bac à légumes, 2 à 3 degrés, tout ce qui est propice au développement bactérien et qui est donc fragile. Rayon du milieu et rayon du haut. Alors, fromage à pâte dure, les œufs, on peut les mettre tout en haut. Au milieu, peut-être la charcuterie, la saucisse sèche, etc. Les restes qui n'ont pas besoin, malgré ce qu'on croit, d'être conservés au rayonnage le plus froid. Une fois que c'est cuit, a priori, je ne vais pas rentrer dans des considérations trop précises, ça stoppe le développement bactérien. Donc c'est un petit peu l'idée avec tout ce qu'il y a dans la porte. Après, on peut débattre pendant un moment sur les fromages à pâte dure, les fromages frais. Forcément, ils sont plus sensibles au développement bactérien. Donc dans l'idéal, on les mettrait à 2-3 degrés. Puis les fromages à pâte dure, on peut les mettre tout en haut. Mais disons, vous voyez bien que... ce qui est important en termes de sécurité alimentaire, c'est viande fraîche, poisson frais, etc. Et puis, ce qui est important en termes de gaspillage et de durabilité, de stockage, etc., c'est vraiment séparer ces fruits et légumes qui s'auto-contaminent, checker les moisissures, les flétrissures, etc., stocker dans des boîtes si c'est possible, et dans les bacs à légumes. On va maintenant parler des dates, puisque ça aussi, oui. C'est de l'huile de tournesol, oui, parce que, alors ça aussi, les huiles, en fait, certaines huiles pressées à froid, elles se gardent. Les huiles pressées à froid, noix, noisettes, elles rancissent très vite. Surtout à l'air libre, enfin à l'air libre, même si vous fermez la bouteille mais que vous ne mettez pas au frigo, ça rancit plus rapidement. Si vous mettez au frigo, ça va rancir moins vite. Ça va rester plus goûtu. Voilà. Autre chose? Ok. Donc, les dates de péremption. Donc, vous connaissez le à consommer jusqu'au, à consommer de préférence avant le. Il y a beaucoup de problématiques autour de ces questions de date. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, vu des reportages là-dessus, etc. Ça génère beaucoup de gaspillage alimentaire, justement, quand on a un petit peu cette confusion autour des dates. Et il y a un rôle de l'industrie agroalimentaire, et nous, on a beaucoup de discussions avec les autorités, avec l'industrie pour ces questions de datage. Ce qui est très important, c'est le à consommer jusqu'au, qu'on doit consommer rapidement,
et où on ne doit pas rompre la chaîne du froid. Ça, c'est une question de sécurité alimentaire. Et là-dessus, le gaspillage, alors typiquement, l'idée, c'est, on ne va pas se dire « mais je vais quand même le manger une semaine après parce que je ne veux pas gaspiller », parce que la sécurité alimentaire, c'est ce qui prime. L'idée, c'est plutôt là de réfléchir différemment et de se dire « Ok, quand je fais mes courses, je vais réfléchir à la quantité d'aliments très périssables dont j'ai besoin pour éviter de devoir le jeter à terme. » Ou le cuisiner avant la fin de la date et le congeler, par exemple. La date de durabilité minimale, donc à consommer de préférence avant, que vous connaissez aussi. Alors ça, c'est une date qui est indicative, on ne le répétera jamais assez. Il n'y a pas de risque sanitaire et l'idée, c'est vraiment de contrôler, c'est faire confiance à ses sens. J'ouvre, je sens, je regarde l'emballage, est-ce que c'est gonflé, je sens, je goûte, est-ce que c'est OK? Et puis si c'est OK, ben voilà, on se rend en général assez vite compte. Ça aussi, ce sera dans le petit kit anti-gaspi. On a mis en fait une série d'exemples et on vous a mis en termes de datage combien de temps après on évaluait qu'on pouvait le garder. Alors c'est pas une science exacte, hein. C'est un petit peu l'idée de vous aiguiller par rapport au type de produit. Mais tout emballage effectivement qui est endommagé, gonflé, où il y a une présence de moisissure, c'est poubelle. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est la sécurité alimentaire avant et après on pense au gaspillage. Les restes, j'en ai parlé, donc les congeler, les cuisiner. Alors on a plein de recettes sur le site de la FRC, mais Internet regorge de recettes pour apprêter ces restes de façon formidable. Il y a même une appli où vous pouvez dire ce qui vous reste et ça vous génère une petite recette. Franchement, je trouve qu'elle est assez chouette. Donc essayez, ça vaut la peine. Et il y a toutes les idées créatives pour pas jeter de la nourriture. Donc les bocaux, la lactofermentation, penser à la cave, au balcon, les partages. Partager par exemple les paniers de légumes qui sont des fois un peu volumineux ou des fois moi je connais des consommateurs qui disent oh, mais des fois on reçoit de ces légumes, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait pas comment les cuisiner, etc. Donc il y a toute cette idée aussi de partager, de se dire ah ben voilà, moi mes voisins ils aiment le topinambour, alors on fait des échanges de légumes, voilà, essayer des fois de sortir aussi un petit peu de tout ce qu'on dit, d'un peu dogmatique, et puis d'imaginer des solutions. Là aussi, Internet regorge de super astuces. Je vous disais tout à l'heure l'argent gaspillé. Et l'idée, les deux autres postes qui pèsent lourd dans le budget du consommateur, on en était arrivé à environ 1200 francs d'économie potentielle si on réduit le gaspillage alimentaire, la consommation de viande, et qu'on la remplace par des légumineuses, par exemple, et si on achète, faute d'orthographe, je vois maintenant, moins de boissons en bouteille. On consomme en fait plus d'eau du robinet. Et on avait fait vous pouvez consulter ça sur notre site internet, en faisant une petite simulation, on arrivait à environ 1200 francs par année par personne. Je trouve que c'est pas mal, franchement, il faut le dire. Donc voilà, c'est des petites astuces. Je pense qu'on fera le quiz tout à l'heure. Il me reste combien de temps à peu près? Il est quelle heure? Ok, alors on ne fera pas le quiz. On va juste passer sur les choix de consommation qui sont à mon avis très en lien avec les questions de gaspillage pour justement qu'est-ce qui se passe en nous, à quoi on est confronté quand on va en magasin. On va parler du Nutri-Score, qui est un sujet qui suscite beaucoup d'émotions de part et d'autre. Donc l'idée, c'est que les recommandations en Suisse, c'est celle de la pyramide alimentaire que je vous ai montrée tout à l'heure. L'idée de cette pyramide, ce qu'elle montre, c'est des aliments pas ou peu transformés. Ce qu'on voit, vous et moi, au magasin, j'imagine que vous l'avez tous constaté, c'est un choix énorme de produits transformés ou ultra transformés. Du coup, un peu plus compliqué d'appliquer les recommandations de la pyramide alimentaire. L'idéal, c'est
d'acheter le plus brut possible, le moins transformé possible et de cuisiner soi-même. On n'a pas toujours le temps. Enfin voilà, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. On n'est pas tous les mêmes consommateurs et on n'a pas tous les mêmes contraintes. Les conditions de vie, le temps, l'évolution du marché, je vous en ai parlé, et la multiplication des allégations nutritionnelles. Artisanal, naturel, bon pour la santé, enfin voilà, et tout y passe, et on se dit, ah ben super, ça doit être génial, il y a un dessin de carottes, une jolie ferme avec un cochon, etc. Puis voilà, enfin, on regardera ça tout à l'heure. 70% des consommateurs, selon un sondage de l'OFS, dit faire attention à son alimentation pour sa santé, mais 50% d'entre eux ne comprend pas les informations sur les emballages. Et j'ai envie de dire, c'est normal, parce que quand vous retournez un emballage d'un produit transformé, franchement, il faut pouvoir comprendre ce qu'on lit, savoir ce que c'est, savoir en quelle quantité ça vient, connaître les données nutritionnelles, etc. C'est pas à la portée de tout le monde, et surtout, on n'est pas des nutritionnistes, et on n'a pas toujours le temps de commencer à prendre tous les choix de produits qu'on a et de comparer les étiquettes. L'idée du Nutri-Score, c'est de représenter les besoins nutritionnels sur un étiquetage pour que ce soit finalement simple. En Suisse, c'est un étiquetage qui est volontaire, c'est-à-dire que l'industrie contacte la Confédération pour dire « je vais soumettre les produits de ma marque au calcul du Nutri-Score, voici les calculs que j'ai effectués ». Si elle décide de passer au Nutri-Score, elle doit le faire sur tous les produits d'une même marque. Elle ne peut pas choisir, en fait, moi je vais prendre que mes produits les plus sains, par exemple. Le Nutri-Score est soutenu par la Confédération. Alors, disons, il n'est pas rendu obligatoire, mais il est clairement soutenu, c'est sur le site de la Confédération. Les avantages qu'il a, c'est qu'il est développé par un comité scientifique indépendant qui n'a pas en fait d'intérêt économique et de lien direct avec l'industrie agroalimentaire, et qu'en plus, il est adapté tous les 5 ans, non seulement aux dernières connaissances scientifiques, mais aussi à tous les défauts finalement qu'on va lui trouver au fur et à mesure de son application. Il faut le dire, le Nutri-Score, c'est pas un outil parfait. C'est clair, c'est le meilleur outil dont on dispose pour fournir une indication nutritionnelle simplifiée aux consommateurs, et il ne sert pas à comparer un substitut de viande à l'huile d'olive. C'est vraiment pour comparer des produits de même catégorie entre eux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en mémoire. Je vous ai mis la petite grille là, de scoring avec les éléments. C'est un algorithme qui est à la base du Nutri-Score. Il y a des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, c'est la teneur en fruits, en légumes, etc. Et les éléments défavorables. Cette infographie-là, elle est un peu petite, mais en fait, on a fait le calcul du Nutri-Score à la FRC sur tous les substituts de viande qu'on a trouvés, hein, on les a sélectionnés, on en a pris passablement, pour vous montrer en fait que c'est vraiment pour comparer les qualités nutritionnelles d'un même produit, les substituts de viande, et de voir que quand on décide d'acheter un produit transformé, ben, il y en a quand même qui ont un Nutri-Score A et un autre qui ont un Nutri-Score D. Ce qui est quand même, je trouve, intéressant à savoir, vu que quand on arrive dans le rayon des substituts de viande, il y en a bientôt plus que, je sais pas, enfin, moi je trouve que c'est énorme. Donc c'est intéressant d'avoir cette information. Donc je vous ai mis ce petit machin là un peu énervé, parce qu'effectivement le débat il est très vif. J'aimerais bien vous en dire encore plein de choses, parce que l'Italie, par exemple, a décidé de renoncer au Nutri-Score, parce qu'évidemment, le Nutri-Score donne une très mauvaise note au jambon de Parme et au parmesan. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que le Nutri-Score, ce n'est pas une recommandation nutritionnelle. Si c'est vert, ça ne veut pas dire « mangez-en des tonnes », et si c'est rouge, ça veut dire « n'en mangez jamais ». Ça veut juste dire « voilà, vous êtes en train d'acheter un produit qui nutritionnellement est étiqueté TAC », mais je veux dire, vous pouvez continuer à manger du jambon de Parme et du parmesan, mais peut-être que vous allez réfléchir à la quantité consommée un peu différemment si vous savez qu'il y a un Nutri-Score E ou D, par exemple. On sait que tous les défenseurs des produits du terroir,
et il n'y a pas très longtemps, j'étais invitée à une table ronde, sont très mécontents du Nutri-Score parce que ça classe les produits du terroir avec une très mauvaise note, certains, hein, pas tous, ça fait une mauvaise publicité aux produits du terroir. Mais de nouveau, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Et l'idée de mettre ce Nutri-Score, c'est en fait d'offrir de la transparence aux consommateurs. Et c'est ça que certaines industries ne veulent pas faire, parce que finalement, le Nutri-Score, il résume la qualité nutritionnelle qu'on trouve dans l'étiquetage. Donc, c'est vraiment cette idée-là, et nous, on se bat pour ça, parce qu'on trouve que c'est important de pouvoir faire un choix, d'avoir une vision qui n'est pas parfaite, qui n'est pas une recommandation nutritionnelle, mais qui nous oriente vers quelque chose. Ça ne dispense pas de lire les étiquettes. Et oui, il a des défauts. En ce moment, le comité scientifique est en train de revoir l'algorithme, typiquement pour prendre en compte des petits tours de passe-passe qui peuvent se faire. Par exemple, on change la recette d'un produit qui a un mauvais Nutri-Score, on enlève un peu de sucre pour mettre des édulcorants à la place. Et on sait que les édulcorants, c'est mauvais pour la santé, mais il faut pouvoir, à quelque part, il faut imaginer que l'algorithme du Nutri-Score, c'est un machin un peu compliqué, comme ça, un calcul un peu compliqué, et il faut pouvoir imaginer qu'avec tous les produits qu'on a, c'est difficile d'avoir un outil parfait qui prenne tout en compte, hein, les édulcorants, tous les additifs, etc. Donc on essaye un peu au coup par coup de l'améliorer. Pour le moment, c'est le meilleur étiquetage qui existe, étudié par la Confédération, etc. On va faire un rapide tour des labels. Je vais faire comme ça. Je pense que vous connaissez tous ces labels. Label mode de production, label de provenance, voilà. On a fait un guide des labels, la FRC, Push, Helvetas et LVVF, qui date un peu, qui est en train d'être revu. Il est sur notre site internet. Il est vraiment pas mal parce qu'en fait, vous avez un classement. Par exemple, ça c'est les labels régionaux. Vous avez un classement par critères et par, si vous voulez, par respect, on va prendre ça comme ça va être plus simple, par respect des allégations qui sont prônées. Par exemple, l'idée c'est qu'on est devant une multiplication de petites images, d'allégations, de logos, de trucs verts, de fleurs, etc. Et en fait, c'est très difficile de choisir un produit où on va se dire, mais est-ce que au fond, est-ce que c'est un vrai label? Est-ce que c'est un logo? On a fait un sondage il n'y a pas longtemps, il y a beaucoup de gens qui confondent des labels qui ont un cahier des charges strict, exigeant, avec des contrôles par des organes indépendants, avec des logos. Et qui du coup vont payer plus cher une denrée qui a un simple logo, qui n'a aucune garantie, alors que les labels doivent avoir un certain nombre de garanties. Et on a fait ce guide pour que les consommateurs puissent un peu s'orienter par rapport à tous ces critères. L'idée vraiment, c'est que les labels, c'est qu'ils aillent au-delà des exigences légales qui sont déjà fortes en Suisse, qu'il y ait un contrôle des exigences qui sont avancées et qu'il y ait vraiment une transparence qui soit forte par rapport à toutes les qualités dont le label se vante, si j'ose dire. Donc il doit vraiment y avoir une plus-value qui est offerte aux consommateurs puisqu'il y a un prix qui est plus élevé. Et c'est important, je trouve, en tant que consommateur, de se dire, si je choisis de mettre le prix, alors j'aimerais savoir si ça répond effectivement à un certain nombre de critères. Donc je vous invite à aller voir notre guide. Et on va rapidement parler du greenwashing. Et ça, je vais faire un résumé rapide. Comme ça, je ne vous perds pas. Le greenwashing, c'est aussi, selon moi, un des aspects les plus compliqués quand on fait ses courses, parce qu'on a parlé des labels, il y a aussi maintenant les éco-scores qui arrivent, qui sont les scores écologiques des produits, et on a en plus le greenwashing. Alors en gros, le greenwashing, c'est quoi? L'industrie et les entreprises, elles ont compris qu'il y a des préoccupations environnementales qui sont de plus en plus grandes et que les gens sont prêts à payer davantage pour la durabilité. Et on voit fleurir énormément de choses sur les emballages. Heureusement, sur les emballages alimentaires, la législation est relativement stricte.
mais on voit quand même des choses assez impressionnantes. Les produits de nettoyage, d'hygiène, les cosmétiques, etc. On voit fleurir un certain nombre de choses comme des allégations naturelles, durables, artisanales, qui sont des termes qui ne sont pas du tout encadrés par la législation. Vous avez une boîte de biscuits artisanale avec une petite cuillère en bois, les œufs, le petit plan de travail et tout. On se dit, ah ouais, ça doit être vachement bon pour ma santé. En fait, la composition, c'est une catastrophe. Mais forcément, ça nous attire. En tout cas, elle n'est pas meilleure que le paquet concurrent qui, lui, ne s'arroge pas ce terme-là. Il y a tout ce qui est ferme, pâturage, fleurs, couleurs vertes, etc. Où là, on se dit super, un aliment, un produit un peu plus durable, etc. Et puis en fait, on se rend compte que les exigences derrière, elles ne sont pas du tout suivies. Et puis, ben voilà, je vous mets un certain nombre d'exemples. Mettre en avant un aspect, absence d'un additif, par exemple, qui est de toute façon interdit. Donc on vous met sans blablabla. Et puis en fait, de toute façon, la législation l'interdit. Mais le mettre activement, c'est attirer l'œil du consommateur pour qu'il se dise « ça, c'est plus sain que le produit d'à côté ». Alors qu'en fait, de toute façon, ils n'auraient pas le droit de mettre cet additif. Et là, on est vraiment... Alors, il y a des gradations, hein, il y a l'arnaque totale, soft, où c'est vraiment, il n'y a absolument rien qui est durable, ou alors c'est en demi-teinte. Et l'idée, c'est vraiment ça, c'est de surfer sur l'envie du consommateur d'acheter plus durable en faisant des appels comme ça au moyen de plein de techniques, d'allégations, de couleurs, etc. La législation européenne, elle a des bons leviers pour agir contre les allégations trompeuses et elle est encore en train de se durcir. Par contre, en Suisse, on n'a pas de très bons instruments contraignants. Alors à la FRC, on n'aime pas ça. Donc, on a fait une série que je vous invite à aller voir sur Internet, sur notre site. C'est ouvert à tous, qui s'appelle Durablabla. Et puis, on a ciblé à chaque fois des produits et on vous explique pourquoi ça attire votre œil et on vous explique pourquoi les allégations ou les images qui sont dessus, en fait, elles ne vous offrent pas ou peu de garantie. Et je trouve que c'est intéressant, cette déconstruction, parce que ça permet aussi de se dire, mais tiens, moi je m'étais soumise à un sondage auquel on avait soumis les consommateurs sur du greenwashing, et je me disais, mais tiens, est-ce que cet emballage, moi, alors que j'estime que j'ai un certain nombre de connaissances, que je m'intéresse au sujet, etc., est-ce que moi, ça m'attirerait? Et franchement, je trouve qu'il y a des choses qui sont... C'est assez fin. Pour être un peu vulgaire, c'est assez bien foutu parfois. Et c'est intéressant parce que du coup, on se rend au magasin quand on a vu ces exemples et on se dit « Ah, attention, il y a une fleur » ou bien « Attention, il y a une jolie ferme » ou « C'est écrit artisanal, fait maison, machin ». Mais attention, est-ce que vraiment je suis devant quelque chose de justifié? Est-ce que le prix que je mets, c'est juste à cause de la petite fleur et de l'élément marketing, ou est-ce que derrière, il y a vraiment une plus-value? Voilà. J'ai été un peu vite sur la fin, je suis désolée. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Non, de protéines. Non, alors je l'ai peut-être mal mis, mais je reviens volontiers dessus parce que c'est une remarque qui est très importante. Viande, poisson, œufs ou tofu, fromage, une portion par jour. Ouais. Non, alors on fait plutôt, à la FRC et moi personnellement, on est plutôt pour une grande diminution de la consommation de viande, ça c'est clair. Pour des questions environnementales, de santé, parce que, on le sait tous, et aussi pour des questions de budget, simplement. Ouais, merci beaucoup. L'application Yuka. Alors, moi, je pense deux choses. Je pense que toutes les initiatives sérieuses qui naissent pour informer le consommateur, elles sont très bien.
parce que ça met en lumière certaines problématiques. Il y a tellement de produits, il y a tellement de choses qui se passent qu'on ne peut pas être partout. Donc toutes les initiatives pertinentes qui naissent, à titre personnel, je les trouve très bien. Maintenant, ce qui est difficile pour le consommateur, c'est d'avoir Yuka, il y a une autre application encore, je ne sais plus laquelle, plus les conseils de la FRC, plus encore d'autres conseils. Et parfois, ça peut générer des questions, des confusions. On n'est peut-être pas forcément toujours d'accord sur tout. Mais je trouve que tout ce qui est une aide sérieuse pour faire un choix, c'est bien. Vraiment. Alors, Yuka et le Nutri-Score ne sont pas toujours d'accord. Mais alors là, on va rentrer dans une considération un peu de détail. Je vous donne un exemple. La poudre chocolatée, type Nesquik, le Nutri-Score, le calcul, il n'est pas toujours le même en fonction de si, je vais essayer d'être claire, hein, on prend en compte le lait qu'on ajoute à l'intérieur ou pas. C'est-à-dire que le Nutri-Score est calculé, je crois bien, sur Yuka, maintenant j'ai un blanc, comme si on mangeait la poudre à la cuillère, ce qui ne va pas se faire, mais du coup, ça a un très mauvais Nutri-Score. Et il y a des pays, dont je crois la Suisse, prend en compte le lait, donc une plus petite portion de poudre de cacao qu'on va mettre dedans, avec la dilution et la prise en compte de ce qui est qualité nutritionnelle du lait, ce qui va faire remonter un petit peu la cote du Nutri-Score. Mais effectivement, il y a des produits sur lesquels il n'y a pas tout à fait la même notation, notamment les produits justement comme ça qu'on peut préparer, entre guillemets. Enfin, je ne sais pas si c'est clair pour vous ou bien. Ok. Ok. Oui. Seulement en allemand? Ok. Vous pouvez... ouais. Il y a aucune indication en français. On peut regarder tout à l'heure. Ok. On peut regarder sur Internet parce que ça m'intéresse. Et puis, ouais, ça vous embête de me montrer tout à l'heure. Vous avez tous entendu la question ou bien? Ok. Autre question? Alors, je vous fais un dernier petit speech qui est, en sortant, quand vous êtes membre de la FRC, vous bénéficiez d'un magazine que vous allez trouver là et que vous allez pouvoir prendre avec vous. C'est notre dernier magazine. Je vous invite à lire, alors, tout est intéressant dedans, mais je vous invite à lire l'enquête sur le cinéma et l'exposition des enfants à la nourriture du cinéma, que je trouve très intéressante, et on a eu beaucoup de retours dessus. Donc lisez-le, vous saurez voilà, un des avantages que vous avez en devenant membre. À l'intérieur, il y a aussi un autocollant, pas de publicité, que vous pouvez coller sur votre boîte aux lettres, parce que ça fait partie du gaspillage. On sait qu'il y a des kilos et des kilos de publicité qui arrivent dans nos boîtes aux lettres. Donc si vous n'avez pas d'autocollant, voilà, vous le trouverez dans le magazine. Et on a récemment fabriqué, mis en place, grâce à 2 collègues à moi qui sont super créatives, un kit anti-gaspi, celui que je vous ai montré tout à l'heure, qui résume vraiment ce que je vous ai dit aujourd'hui. L'autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est, aujourd'hui, voilà, j'ai traité d'un certain nombre de thèmes, etc. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous êtes, d'une part, très intéressé, probablement que vous savez plein de choses. Ça m'intéresse si vous voulez me faire des retours, que ce soit après la conférence ou si vous voulez m'écrire directement ou me contacter à la FRC pour me poser des questions, je ne sais pas, m'envoyer quelque chose que vous avez vu, etc. Moi, j'aime bien ces retours terrain. Moi, j'aime bien ces échanges avec les consommateurs. Et je vous mets notre petite publicité pour savoir un peu quels sont vos avantages, vu qu'on vit aussi
de nos membres, on a créé il n'y a pas très longtemps une lettre à laquelle vous pouvez vous abonner gratuitement et dans laquelle vous avez un certain nombre aussi de nos enquêtes, de nos tests. Il y a beaucoup de coups de gueule, nos combats aussi. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de devenir membre, ce que je comprends, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre lettre. On est aussi passablement actifs sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, Facebook, Twitter. Donc regardez aussi. Et n'hésitez vraiment pas, et là je parle au nom de tous mes collègues, vraiment à nous écrire, à nous dire j'ai vu ça, c'est un scandale, ou bien j'ai une question, etc. Et puis on répond, on essaye de répondre à toutes les questions. Après, évidemment, si vous n'êtes pas membre, on ne fait pas toute une analyse hyper poussée, mais on se donne beaucoup de peine pour essayer de répondre à toutes les premières questions, même des non-membres. Donc voilà. Oui ? Ok, ouais. Alors, on est déjà sur ce sujet et on aimerait bien aussi qu'il y ait moins de plastique et d'emballage. En fait, il y a toujours, si vous voulez, c'est toujours les pesées des intérêts. Il y a la sécurité alimentaire, les intérêts économiques, les intérêts de l'environnement, les intérêts du consommateur. Et nous, à la FRC, quand on va discuter avec les autorités, quand on va discuter avec l'industrie agroalimentaire, des fois on se retrouve même tous autour de la table, voilà, c'est toujours un peu des pesées des intérêts, etc. Enfin voilà, il y a des questions, il y a des aspects sur lesquels les emballages sont, soi-disant, ça n'engage que moi, nécessaires pour des questions de sécurité alimentaire, etc. Il y a des questions où clairement on pourrait les retirer et nous on se bat pour ça. On commence déjà de plus en plus à avoir du carton dessous, les œufs, pas dans du plastique, etc. Enfin les œufs cuits par exemple, c'est pas encore ça, mais ça avance. C'est un petit peu lent des fois. Donc quand on a une petite victoire, on est très content. Mais c'est un peu, c'est vraiment, faut imaginer avec tous les produits qu'il y a, toutes les fraudes alimentaires et toutes les problématiques. C'est un petit peu David contre Goliath. Enfin, faut dire ce qu'il y a. On a peu de moyens à la FRC et on est très créatif, on est très combatif, mais on met le temps. On y arrive, mais on met du temps. Pour ça. Ok, alors je vous remercie pour cette conférence extrêmement enrichissante. Et pour information, donc ces 3 conférences seront publiées sur le site internet de l'État, si certaines personnes souhaitent les revoir. Si vous souhaitez les PowerPoint, vous pouvez également m'écrire, je vous les enverrai avec plaisir et je vous propose de passer de la théorie à la pratique avec un apéritif de produits locaux et de saison qui nous attend à la salle du Sénat juste en bas. J'ai pas imposé l'apéritif, si jamais.